Oui, donc Jean Gaillao, bureau d'études à MJ2L Consult, et donc on intervient notamment sur tous les aspects de sécurité incendie, alors pas uniquement que dans les immeubles de grande hauteur, mais là pour le coup on va aborder ce sujet. Voilà, donc je crois que vous commencez par une présentation sur ce sujet et ensuite on va rentrer dans les tables rondes. C'est bien ça. Alors on va faire un petit focus sur la sécurité en IGH d'habitation. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur qui on est, donc MJ2L, bureau d'études en sécurité incendie. On va commencer de la même manière que tout à l'heure par un petit quiz. Et donc, à votre avis, quelle est la particularité d'habiter ou de travailler en IGH, hein? Donc, vous avez trois possibilités, soit une vue magnifique, alors, je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais ça l'est parfois, je crois. Les contraintes tant techniques financières et les difficultés à gérer un volume important pour les gestionnaires notamment. Je vous laisse... Voilà, on va laisser 5 secondes au public pour répondre. 5, 4, 3, 2, 1, c'est des secondes courtes, 0. Allez, Benjamin, est-ce qu'on a les résultats ? Voilà, on va présenter les résultats. Alors c'est intéressant parce que voilà, les contraintes, effectivement, les contraintes tant techniques que financières, mais également les difficultés à gérer un volume important, et on va justement le voir tout à l'heure avec David et Olivier. Alors vous avez une deuxième... Alors pour la vue, c'est à chacun de répondre, hein, parce que... Bon. Et alors, deuxième question, un deuxième quiz. Les règlements sont-ils rétroactifs, notamment dans le cadre de travaux? Alors oui, non. Voilà, là c'est assez simple, on vous laisse voter. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1... 0. Benjamin, on a les réponses. Vous êtes nombreux aussi à distance. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Alors, je dirais que c'est les deux, parce qu'en réalité, si vous ne faites pas de travaux, évidemment, vous n'êtes tenu à rien. Et évidemment, si vous faites des travaux, vous êtes tenu à vous mettre en conformité en fonction du règlement actuel. Mais on va voir ça un peu plus précisément tout à l'heure. Alors, je rappelle brièvement, donc on l'a vu un peu tout à l'heure, mais je rappelle la réglementation. Donc en France, vous avez un certain nombre de réglementations qui s'appliquent sur différents bâtiments. Pour donc ce qui nous concerne plutôt aujourd'hui, l'IGH et l'IGH d'habitation, vous avez des dispositifs particuliers, enfin des règles particulières, un arrêté particulier qui s'applique sur ces établissements-là, et notamment pour l'habitation, à partir de 50 mètres, la hauteur de l'établissement, vous êtes classé en immeuble de grande hauteur. Alors bien souvent, on a pu, et nous on a pu le rencontrer, bien souvent certaines personnes abordent l'aspect année de construction, mais ce n'est pas l'année de construction finalement qui vous classe IGH, mais c'est bien la hauteur. Par contre, effectivement, vous pouvez avoir des dispositions constructives en fonction de l'année de construction, et même s'il n'y avait pas de réglementation à l'époque, et qui vous définit certaines particularités et vous dispense finalement d'une certaine manière d'avoir certains équipements techniques. Par contre, comme je l'indiquais tout à l'heure, si vous faites des travaux, vous devez vous conformer à la réglementation actuelle. Donc ces réglementations-là, elles ont quand même un objectif, c'est d'éviter la situation que vous voyez à l'écran. Évidemment, on a bien compris que dans de telles situations, on ne peut plus rien faire. Et on dit souvent, et ça tout le monde l'a entendu, que c'est un verre d'eau la première minute, un seau d'eau la deuxième minute et une citerne d'eau la troisième minute. Ça veut dire que, évidemment, ça va très vite, c'est exponentiel. Et pour éviter ce genre de choses, on a différents outils, différentes démarches. Donc vous avez évidemment la prévention, donc on va voir la protection passive, ce sont vraiment les dispositions constructives, et la protection, ce qu'on appelle la protection active. Donc dans la prévention, c'est une gestion au quotidien, c'est celle qu'on connaît tous, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas laisser du stockage dans les parties communes, de ne pas ramener notamment en IGH des bouteilles de gaz, de ne pas bloquer certaines issues. Je dirais que c'est une situation classique dans n'importe quel établissement, d'ailleurs, pas uniquement en IGH. Et aujourd'hui, finalement, ce qu'on peut aussi observer, ce qu'on observe, nous, c'est que
au bout du compte, ces années, et petit à petit, tout le monde a été sensibilisé à cela, et c'est plutôt bien. On n'avait pas du tout cette approche-là il y a une trentaine d'années, et aujourd'hui, tout le monde a suivi une formation, ou en tout cas a été sensibilisé dans le cadre professionnel, hein, notamment, a été sensibilisé à ce genre de démarche, hein, et c'est plutôt bien, et ce qui permet aussi d'avoir un regard particulier qui est porté au quotidien, puisque là, on est vraiment dans la gestion du quotidien, et elle appartient à chacun, hein, cette vision sur la prévention, même si des gens, évidemment, sont formés pour des fonctions bien précises. Vous avez ensuite la protection passive, donc c'est vraiment les dispositions constructives, c'est la colonne vertébrale en quelque sorte de votre établissement. Alors on intervient peu hein, dans ce cadre-là, voilà, il est construit, il est éventuellement modifié lorsque vous avez des travaux, mais c'est vrai que ce sont des éléments qui ne sont pas modifiés évidemment tous les jours. Par contre, on comprend aisément que on ne construit pas un immeuble de grande hauteur de la même manière qu'un bâtiment qui fait 3 étages, puisqu'il y a des difficultés d'intervention sur l'immeuble de grande hauteur. Et c'est aussi pour ça que vous avez des équipements, on va le voir tout à l'heure, des équipements particuliers, une protection particulière, et ce qui aussi entraîne quelquefois une certaine complexité à gérer. Ensuite, vous avez la protection active. Alors la protection active, pour faire assez simple, ce sont tous les équipements techniques que vous avez dans votre établissement. J'ai commencé volontairement par les installations électriques, puisque je l'ai rappelé sur la première partie de cet exposé ce matin, c'est quand même l'origine bien souvent d'un sinistre. Vous avez évidemment ces installations électriques qui couvrent les parties communes avec des équipements de sécurité. Et bien souvent, nous, ce qu'on constate, hein, c'est que les entretiens sont faits, au moins lorsque vous avez des blocs secours, sont faits annuellement, mais bien souvent, les tableaux électriques ne sont pas forcément entretenus, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de dépoussiérage, on ne fait pas de resserrage de borniers, par exemple, et c'est un facteur qui peut être problématique dans certains cas. Donc c'est important de rappeler que ces opérations de maintenance sont vraiment indispensables. On doit couper normalement, une fois par an, en tout cas lorsqu'on fait le dépoussiérage, on doit couper électriquement votre tableau général pour assurer une réelle maintenance sur ces équipements. Et aussi penser au plancher de vos gaines techniques qui sont souvent pas obturés, on a percé, on n'a pas rebouché par exemple. Donc ça fait partie des choses assez simples à réaliser et sur lesquelles il faut vraiment prêter une attention particulière. Vous avez ensuite les moyens de détection et de désenfumage. Donc ça, notamment, il y a un regard qui est porté par les commissions de sécurité sur tout votre système de sécurité incendie et de désenfumage. On a des entretiens évidemment annuels à réaliser et on sait aujourd'hui que ces prochaines années, on va avoir un sujet à traiter. Alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'était les systèmes de sécurité incendie qui, pour certains, deviennent, on n'a plus de pièces, donc il va falloir procéder à une migration. Mais surtout, sur le désenfumage, aujourd'hui, on a une situation qui peut être compliquée en termes de mesures. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les bonnes valeurs, et les commissions de sécurité notamment constatent, par le biais des rapports des organismes agréés, constatent que les valeurs ne sont pas respectées. Donc on sait que ces prochaines années, on aura ce sujet-là à traiter parce qu'on doit pouvoir améliorer, alors sans forcément mettre en conformité, mais on doit pouvoir améliorer les valeurs de désenfumage. Donc ça, c'est un sujet qui est important, qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut anticiper. On en reparlera certainement tout à l'heure. Ensuite, vous avez dans les moyens d'extinction. Donc, moyens d'extinction, ça va de l'extincteur, alors que tout le monde a localisé en immeuble de grande hauteur. Mais ça passe aussi par le sprinkler, qu'on a un peu moins, sauf dans certains établissements. Et surtout les colonnes humides, hein, donc les colonnes sous pression. Et là, de la même manière, c'est un réel sujet. On constate que ces installations qui sont, alors notamment sur les colonnes humides, qui sont des installations généralement d'origine, qui n'ont pas forcément été bien entretenues, il y a des modifications à faire, en tout cas des entretiens, que ce soit triennal ou décennal à réaliser, et ces installations ne sont pas forcément traitées au fil du temps parce que ça demande des investissements importants. Et de la même manière, on sait qu'on a un sujet ces prochaines années sur ce type d'équipement. Vient ensuite alors les installations un petit peu plus spécifiques.
Donc ça passe par le paratonnerre et le groupe électrogène, par exemple. Et de la même manière, pour le groupe électrogène, ce sont généralement des installations qui sont anciennes, qui sont d'origine. Et on n'a pas forcément de la même manière procédé aux obligations, que ce soit décennales ou à des entretiens un petit peu plus lourds. Et on s'aperçoit, hein, et au fil du temps, et on le constate encore aujourd'hui, que beaucoup d'équipements, finalement, ont 40 ans, ont 50 ans, n'ont jamais été remplacés, n'ont pas été bien entretenus parce qu'il n'y a pas eu forcément d'investissement et qu'aujourd'hui on se retrouve à devoir les remplacer pour certains en urgence et ça pose de réels problèmes et vous comprenez bien, et on revient à ce que je disais au départ sur les installations électriques, hein, c'est vraiment un sujet important et on sait que ces prochaines années on aura à gérer cela. Ce que je voulais conclure, et après je laisserai la parole pour le petit tour de table, ce que je voulais dire c'est que comme vous l'avez compris, ce sont les immeubles de grande hauteur, alors d'habitation pas, mais pour le coup, là, on parle de l'habitation. Ce sont des établissements complexes à gérer. Il y a à anticiper, il y a à prévoir, on va un peu l'aborder tout à l'heure, des plans pluriannuels. Il y a à aussi solliciter des entreprises de maintenance parce qu'on a un réel carnet de santé, c'est-à-dire que comme on a des contrôles qui sont annuels, comme on a des contrôles. Quand je dis des contrôles, hein, c'est des contrôles de votre organisme agréé, c'est des vérifications de vos entreprises de maintenance, c'est évidemment les contrôles de l'administration, hein, qui sont en général tous les 3 ans. On a un réel carnet de santé, un état, un bilan de votre établissement. Et de là, avec évidemment en faisant intervenir les différents acteurs, que ce soit de l'entreprise de maintenance ou autre, on a une projection possible sur plusieurs années. On sait les sujets. Et là, pour le coup, on parle essentiellement de sécurité incendie, parce qu'il y a d'autres sujets, mais en tout cas, on a une visibilité et on sait sur les prochaines années ce qu'on va pouvoir traiter et ce qu'on va plutôt devoir traiter en termes d'équipement et par rapport à un autre établissement. Et on a déjà un état des lieux, en quelque sorte, et c'est important annuellement, régulièrement, de pointer ces différents documents, de discuter avec évidemment les syndics, les conseils syndicaux pour anticiper et pour essayer d'avoir en tout cas une visibilité sur ces prochaines années. Et comme vous le voyez, on n'est pas forcément sur des exigences purement réglementaires, on est plutôt dans du pragmatique, hein, c'est-à-dire on doit avoir des équipements fonctionnels et je dirais que c'est vraiment l'obligation de la copropriété, du syndicat de copropriété, de maintenir et d'entretenir ces installations-là, en anticipant évidemment sur ce que je disais, hein, sur d'éventuelles mises en conformité ou mises en sécurité de ces établissements. Voilà, Xavier, et voilà. Je vais... Voilà. On peut applaudir Jean. Merci Jean. On peut t'applaudir, vous applaudir pour cette présentation. Alors, tiens, tu peux t'asseoir tranquillement, comme ça tu seras à l'aise. Benjamin, je crois qu'on a une question là, on va tout de suite poser une question du public, comme ça on va pouvoir y répondre sur la présentation à chaud. Oui, une question de Bernard. Quelle est la réglementation pour les matériaux d'isolation technique extérieure, ITE, suite à l'incendie de la tour Grenfell ? Oui. Alors, il y a eu pas trop en IGH d'évolution parce qu'on avait des caractéristiques qui étaient vraiment définies des contraintes de réaction au feu sur les produits mis en place pour les immeubles de grande hauteur. Donc on va demander des matériaux incombustibles. Par contre, effectivement, sur l'aspect purement habitation et notamment pour certains types d'établissements, il y a effectivement une évolution et on a des contraintes aujourd'hui beaucoup plus importantes en termes de réaction au feu des produits. Ça n'a pas tant changé pour l'IGH parce qu'on connaissait les règles et on connaît finalement ce qu'on doit avoir, mais pour le coup, il y a eu un réel levier plutôt sur les bâtiments traditionnels, les bâtiments d'habitation. Alors, Olivier, je vais répondre aussi sur ce point-là parce que c'est un point une question qui nous a été posée très souvent sur ces difficultés. On a fait des rénovations à un moment sur certains immeubles qui n'étaient pas IGH mais 18 étages avec une rénovation énergétique complète. Vu ce qui s'est passé à la tour Grenfell, on s'est rendu compte que globalement, quand on mettait en place nos isolants sur la façade, puisqu'on a pratiquement 8, 10, 12, voire 15 cm ou 30 cm dans certains cas, mais on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on crée
des parties horizontales qui ne permettaient effectivement à ce que l'incendie, s'il se déclarait dans la partie de doublage, ne puisse pas monter au-dessus. Et donc on s'est rendu compte, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on doit le faire tous les 2 étages, tous les 3 étages ou tous les 4 étages? Et on a eu des réponses plus ou moins techniques, mais une chose est très claire, c'est qu'il fallait en mettre en place. Et donc avec architecte, bureau d'études et bureau de contrôle, on a choisi de le faire tous les 3 étages pour respecter effectivement le cloisonnement qui avait été mis en place dans les immeubles. Et attention, en respectant le cloisonnement qui avait été fait pour l'évacuation incendie intérieure. C'est-à-dire qu'il a fallu se dire, est-ce que nos 3 étages, c'est le 10e, 11e, 12e, ou est-ce que c'est le 9e, 10e, 11e pour se mettre en phase? Et bien évidemment, à un moment, on s'est retrouvé avec 2 coupures horizontales là-dessus, entre pratiquement le 8e et le 11e étage. Pourquoi? Parce qu'il a fallu, en fonction du nombre d'étages en hauteur, se réadapter. Jean, tu veux préciser quelque chose là-dessus sur... Non, c'est clair. C'est clair.